L'alchimiste, d'après Howard Philip Lovecraft. Interprétation Patrick Blandin. Réalisation Patrick Martinez-Bourna. Tout là-haut, couronnant le sommet arrondi d'une colline verdoyante aux flancs pris par les arbres d'une forêt millénaire, se trouve le château de mes ancêtres. Pendant des siècles, ces hautes murailles se sont dressées sur la campagne sauvage et accidentée, servant de forteresse et de foyer à notre honorable lignée, dont l'ancienneté dépasse même celle de ses murs émoussés. Ces tourelles usées par des siècles de tempêtes, et ruinées par la pression lente et inexorable du temps, formaient au Moyen-Âge les contours de l'une des constructions les plus solides de tout le royaume de France. Des barons, des comtes, et même des rois l'ont défié jusqu'à ses plus hauts remparts, mais jamais ces salles spacieuses n'ont résonné des pas de l'envahisseur. Mais cette époque glorieuse est bien révolue. L'arrivée de temps plus misérables auxquels mes aïeux n'ont pas su faire face, et un orgueil démesuré leur interdisant toute pratique du commerce, a fait perdre au domaine toute sa splendeur passée. Les pierres détachées des murs, la végétation envahissant les jardins, les douves asséchées, l'effondrement des tours. Et à l'intérieur, les planchers affaissés, les lambris mangés par les vers, les tapisseries décolorées, tout cela illustre la sombre histoire de notre grandeur déchue. Au fil des âges, on vit 3 des 4 grandes tours tomber l'une après l'autre, jusqu'à ce que la dernière abrite seule les descendants des anciens puissants seigneurs. C'est dans l'une des vastes et sombres chambres du bâtiment restant que moi, Antoine, dernier des malheureux et maudits comtes de C, vit le jour il y a de cela 90 ans. Dans ces murs, et dans les ténèbres des forêts ombragées, dans les ravins sauvages et les grottes du versant de la colline, je passai les premières années de ma vie troublée, en l'absence de mes parents que je n'ai jamais connus. Mon père avait été tué à l'âge de 32 ans, 1 mois avant ma naissance, par la chute d'une pierre délogée de l'un des créneaux du château. Et ma mère étant morte en me mettant au monde, mon éducation fut confiée à un homme de confiance du nom de Pierre, un serviteur à l'intelligence remarquable. J'étais enfant unique, et le manque de compagnie qui en résultait était encore aggravé par l'étrange soin que mon vieux tuteur apportait à m'exclure de la société des enfants de paysans, dont les demeures étaient éparpillées dans les plaines autour de la colline. À l'époque, Pierre disait qu'il m'imposait cette restriction parce que ma noble naissance me plaçait au-dessus de toute proximité avec une telle société plébéienne. Aujourd'hui, je sais que son véritable objectif était de me cacher certaines histoires chuchotées et sublimées tous les soirs à la lueur des foyers, au sujet de la terrible malédiction qui frappa notre lignée. Ainsi, isolé et livré à moi-même, je passais les heures de mon enfance à parcourir les anciens volumes qui remplissaient la bibliothèque du château, et à errer, sans but, dans le crépuscule permanent du bois fantomatique qui mordait les flancs de la colline. Sans nul doute, c'est cette atmosphère qui donna à mon esprit son caractère mélancolique. En outre, les études et les activités en lien avec le mystère de l'occultisme attiraient le plus fortement mon attention. En réalité, j'appris peu de choses au sujet de ma famille, mais ce peu m'affecta beaucoup.
Peut-être était-ce d'abord la réticence de mon vieux précepteur à discuter avec moi de mon ascendance paternelle qui suscita l'effroi que je ressentais à l'évocation de mon titre. Mais en grandissant, je pus reconstituer des fragments de discours éparpillés, en scrutant cette langue qui commençait à se délier à l'approche de la sénilité. Un fait que j'avais toujours jugé étrange m'inquiétait de plus en plus. Il s'agissait du jeune âge auquel tous les contes de ma lignée avaient atteint leur fin. Jusqu'ici, j'avais considéré cela comme un attribut naturel d'une famille d'hommes éphémères, mais peu à peu je me penchai plus longuement sur ces décès prématurés. Je commençai à les confronter aux divagations du vieil homme, qui évoquait souvent une malédiction qui, depuis des siècles, condamnait les détenteurs de mon titre à ne pas dépasser les 32 ans. À mon 21e anniversaire, Pierre me remit un manuscrit qui, disait-il, avait été transmis de père en fils pendant des générations. Son contenu était des plus angoissants, et sa lecture confirma la plus grave de mes appréhensions. À cette époque, ma croyance dans le surnaturel était déjà profondément ancrée, sans quoi j'aurais rejeté avec mépris l'incroyable récit que j'allais parcourir. Ce document me ramena au XIIIe siècle, à l'époque où notre vieux château était une forteresse redoutée et imprenable. C'était l'histoire d'un homme qui avait autrefois habité notre domaine, une personne hors du commun, bien que de condition presque paysanne. Il s'appelait Michel, mais avait aussi acquis le surnom du « mauvais », en raison de sa sinistre réputation. Il avait étudié bien au-delà de son rang et s'était mis en quête de trésors tels que la pierre philosophale ou l'élixir de vie éternelle, gagnant la réputation d'expert dans les terribles secrets de la magie noire et de l'alchimie. Michel le Mauvais avait un jeune fils, Charles, aussi compétent que lui dans l'occultisme et qu'on surnommait le sorcier. Ce couple, craint par tous les honnêtes gens, était ainsi soupçonné des pratiques les plus abominables. On racontait que la femme du vieux Michel avait été brûlée vive et donnée en sacrifice au diable, tandis que de nombreuses disparitions inexplicables d'enfants de paysans avaient été imputées aux deux individus. Pourtant, entre les natures sombres du père et du fils courait un rayon d'humanité rédempteur. Le vieux démon aimait sa progéniture avec une intensité féroce, et le garçon avait pour son parent une affection qui dépassait celle d'un fils. Une nuit, le château sur la colline fut pris de panique suite à la disparition du jeune Godfrey, le fils du comte Henri. Un groupe dirigé par le père enragé partit à sa recherche et alla directement à la maison des sorciers, y trouvant Michel le Mauvais auprès d'un énorme chaudron en ébullition. Dans un accès de fureur et de désespoir, le comte se jeta à la gorge du vieux sorcier, et avant qu'il ne relâche son emprise meurtrière, sa victime n'était plus. Au même moment, des serviteurs triomphants venaient lui annoncer qu'on avait retrouvé le jeune Godfrey dans une chambre lointaine et abandonnée du château. Hélas, trop tard pour le pauvre Michel qui était mort en vain. Alors que le comte et ses hommes quittaient la modeste demeure des alchimistes, la silhouette de Charles le sorcier apparut derrière les arbres. L'indiscrétion des serviteurs qui se tenaient là lui apprit ce qui s'était passé, et il sembla d'abord indifférent au sort de son père. Puis, avançant lentement pour rencontrer le comte, il prononça avec des accents ternes mais terrifiants la malédiction qui allait hanter la maison de C. Que ne soit pas un noble de ta lignée meurtrière qui survive pour atteindre un âge plus avancé que le tien, dit-il.
Lorsque, sautant soudain à reculons vers l'obscurité du bois, il tira de sa tunique une fiole de liquide incolore qu'il jeta au visage du meurtrier de son père, alors qu'il disparaissait derrière le rideau d'encre de la nuit. Le comte fut tué sur-le-champ, sans un mot, et fut enterré le lendemain, à l'âge de 32 ans. Son assassin ne sera jamais retrouvé, bien que des bandes de paysans aient quadrillé sans relâche bois et prairies autour de la colline. Le temps estompa ensuite le souvenir de la malédiction dans l'esprit de la famille du défunt comte. De sorte que, lorsque Godfrey, cause indirecte de toute la tragédie et portant désormais le titre, fut tué par une flèche alors qu'il chassait, à l'âge de 32 ans, il n'y eut d'autre pensée que celle du chagrin de sa disparition. Toutefois, quand des années plus tard le jeune comte suivant, son fils Robert, fut retrouvé mort dans un champ voisin sans raison apparente, les paysans chuchotèrent que leur seigneur n'avait que récemment dépassé son 32e anniversaire. Surpris par une mort précoce, et notèrent la coïncidence. Puis Louis, le fils de Robert, fut retrouvé noyé dans les douves au même âge fatidique, et c'est ainsi qu'au fil des siècles, la sinistre nécrologie se perpétua. Les Henri, Robert, Antoine et Armand furent tous arrachés à des vies heureuses et vertueuses, à un âge à peine inférieur à celui de leurs malheureux ancêtres quand on l'assassina. À la lecture du manuscrit, je compris qu'il ne me restait plus que 11 ans d'existence. Ma vie, qui n'avait auparavant qu'une faible valeur, me devint chaque jour plus chère, à mesure que je m'enfonçais dans les mystères enfouis du monde de la magie noire. Isolé comme je l'étais, les techniques modernes ne m'avaient pas atteint, et j'étudiais, comme au Moyen-Âge, me plongeant autant que le vieux Michel et le jeune Charles dans l'acquisition d'un savoir démonologique et alchimique. Pourtant, et malgré mes recherches acharnées, je ne pus en aucune façon expliquer l'étrange malédiction qui pesait sur ma lignée. Dans un moment de lucidité, j'allais même chercher une explication rationnelle, en attribuant la mort précoce de mes ancêtres aux descendants de Charles le Sorcier. Cependant, ayant découvert après une enquête minutieuse que l'alchimiste n'avait pas eu d'héritier connu, je me rabattis sur mes études occultes, m'efforçant une fois de plus de trouver une formule afin de délivrer ma famille de cette calamité. À une chose, je m'étais absolument résolu. Je ne devais jamais me marier, car comme aucune autre branche de la famille n'existait, j'aurais ainsi mis fin moi-même à la malédiction. Alors que j'approchais de mes 30 ans, le vieux Pierre fut rappelé à Dieu. Seul, je l'ensevelis sous les pierres de la cour qu'il aimait tant parcourir. Ainsi, devenu le seul être humain dans cette grande forteresse, je sentis mon esprit cesser ses vaines protestations pour s'abandonner, peu à peu, au destin que tant de mes ancêtres avaient rencontré. Je consacrais désormais la majeure partie de mon temps à l'exploration des salles abandonnées et des tours en ruine du château que la peur m'avait fait fuir durant toute ma jeunesse. Selon le vieux Pierre, le sol de certaines pièces n'avait pas été foulé depuis plus de 4 siècles. J'y trouvai une foule d'objets extraordinaires dans des meubles recouverts de la poussière du temps et pourrissant d'une longue humidité. Les toiles d'araignées recouvraient les lieux, et d'énormes chauves-souris battaient des ailes osseuses dans les ténèbres inhabitées. À cette époque, j'avais commencé à faire régulièrement le compte de mon âge exact, au jour et à l'heure près,
chaque mouvement du pendule de la gigantesque horloge de la bibliothèque m'ôtant une seconde de vie. Et j'allais le faire aussi longtemps que je m'approcherais du moment tant redouté. Comme tous mes ancêtres avaient été saisis peu de temps avant d'avoir atteint l'âge exact du comte Henri, j'étais à chaque instant aux aguets de la venue de la mort inconnue. Je ne savais pas sous quelle forme étrange la malédiction allait m'envahir, mais j'étais résolu à ce qu'elle ne me trouve pas dans une position passive ou lâche. C'est donc avec une vigueur nouvelle que j'allais m'appliquer à examiner le vieux château et son contenu. C'est au cours de l'une de mes plus longues excursions dans la partie déserte du château, moins d'une semaine avant l'heure fatale au-delà de laquelle je n'avais plus le moindre espoir de continuer à respirer, qu'est survenu ce qui fut sans doute l'événement le plus marquant de ma vie. J'avais passé la majeure partie de la matinée à monter et à descendre les escaliers à moitié en ruine dans l'une des anciennes tours les plus délabrées. L'après-midi, je cherchais les niveaux inférieurs, en descendant dans ce qui semblait être soit un abri de l'époque médiévale, soit un entrepôt de poudre à canon creusé plus récemment. En traversant lentement le passage incrusté de salpêtre au pied du dernier escalier, le pavage est devenu très humide, et j'ai vite vu à la lumière de ma torche vacillante qu'un mur vierge et taché d'eau entravait mon chemin. En voulant revenir sur mes pas, mon œil tomba sur une petite trappe avec un anneau qui se trouvait directement sous mes pieds. Après une pause, je réussis à la soulever avec difficulté, ce qui révéla une ouverture sombre, exhalant des fumées nocives qui firent cracher ma torche. J'aperçus dans la lumière instable le haut d'un escalier en pierre. Dès que la torche se remit à brûler normalement, je commençai ma descente dans les profondeurs repoussantes. Les marches étaient nombreuses et menaient à un étroit couloir pavé de pierre. Ce long couloir se terminait par une porte en chêne massif, dégoulinant de l'humidité de l'endroit et qui résista avec force à toutes mes tentatives d'ouverture. Renonçant à vouloir entrer, je fis demi-tour et repris la direction des marches. Lorsque je vécus l'un des chocs les plus profonds et les plus traumatisants que puisse éprouver un être humain. Sans prévenir, j'entendis la lourde porte derrière moi grincer lentement sur ses charnières rouillées. Sur le moment, je fus incapable d'analyser mes réactions. L'hypothèse d'être confronté à une présence humaine ou surnaturelle dans les tréfonds déserts de ce vieux château produisit une terreur aiguë dans mon cerveau. Lorsque je me tournai enfin pour affronter l'origine des bruits, je crus que mes yeux avaient quitté leurs orbites. Là, dans l'embrasure de cette porte gothique, se tenait effectivement un homme, vêtu d'une calotte du Moyen-Âge et d'une longue tunique sombre. Ses longs cheveux et sa barbe flottante étaient d'un brun intense et d'une incroyable profusion. Son front plus haut que la moyenne, ses joues profondément enfoncées et fortement ridées, et ses mains longues, griffues et noueuses, étaient d'une blancheur mortellement marbrée, comme je n'en avais jamais vu auparavant. D'une maigreur squelettique, sa silhouette était étrangement voûtée et disparaissait presque sous les plis volumineux de son vêtement d'un autre âge. Mais le plus extraordinaire étaient ses yeux. Deux grottes d'une noirceur abyssale qui semblaient exprimer aussi bien une profonde intelligence que la plus inhumaine des cruautés. Maintenant ils étaient fixés sur moi, transperçant mon âme de leur haine et m'enracinant au sol. Enfin, la silhouette parla d'une voix gutturale et glaçante. La langue qu'elle utilisait était cette forme dérivée de latin, en usage chez les hommes les plus savants du Moyen-Âge, et que mes recherches prolongées sur les travaux des vieux alchimistes et démonologues m'avaient rendue familière.
L'apparition parla de la malédiction qui planait sur ma lignée, évoqua ma fin prochaine, s'attardant sur le crime perpétré par mon ancêtre contre Michel le Mauvais et jubilant sur la vengeance de Charles le Sorcier. Il me raconta comment le jeune Charles s'était enfui dans la nuit, revenant des années après pour tuer Godfrey à coups de flèche, alors qu'il approchait de l'âge auquel son père avait été assassiné. Comment il était retourné secrètement au domaine et s'était installé, à l'insu de tous, dans la chambre souterraine alors déserte, dont la porte encadrait maintenant l'immonde créature. Puis comment il avait emporté Robert, le fils de Godfrey, dans un champ, lui faisant avaler du poison, et le laissant mourir au même âge, perpétuant ainsi la vengeance malveillante. Bien sûr, il me restait à résoudre le plus grand des mystères, comment la malédiction s'était accomplie après la disparition naturelle de Charles le Sorcier. Pendant ce temps, notre homme s'enfonçait dans un récit détaillé sur les études alchimiques des sorciers père et fils, évoquant en particulier les recherches de Charles sur l'élixir qui devait apporter la vie et la jeunesse éternelle à son détenteur. Pendant un instant, son enthousiasme avait semblé ôter de ses yeux la haine terrible qui les hantait. Mais soudain l'éclat diabolique revint, et avec un son strident comme le sifflement d'un serpent, l'étranger souleva une fiole de verre, avec l'intention évidente de mettre fin à ma vie. Comme Charles le Sorcier avait mis fin à celle de mon aïeul 600 ans auparavant. Poussé par un instinct de défense, je brisai le sort qui m'avait jusqu'alors maintenu immobile, et jetai ma torche mourante sur la créature qui menaçait mon existence. J'entendis la fiole se briser doucement contre les pierres du couloir, alors que sa tunique prenait feu et illuminait la scène d'un éclat épouvantable. Le cri d'effroi et d'impuissante perfidie émis par le futur assassin s'avéra trop fort pour mes nerfs déjà ébranlés. Je perdis connaissance et tombai sur le sol trempé. Lorsque je revins à moi, tout était terriblement sombre, et mon esprit, se souvenant de ce qui s'était passé, était effrayé à l'idée d'en voir davantage. Pourtant, ce fut la curiosité qui domina. Je me demandais qui était cet être maléfique et comment il était arrivé dans l'enceinte du château. Pourquoi avait-il cherché à venger la mort de Michel le Mauvais? Et comment la malédiction s'était-elle poursuivie tout au long des siècles, depuis l'époque de Charles le Sorcier? La peur qui m'avait envahi pendant des années venait de s'envoler, car je savais que celui que j'avais battu était la source de la malédiction. Et maintenant que j'étais libre, je brûlais du désir d'en savoir plus sur la chose sinistre qui avait hanté ma lignée pendant des siècles, et qui avait fait de ma propre jeunesse un cauchemar. Déterminé à poursuivre mon exploration, je cherchai dans mes poches du silex et de l'acier, et j'allumai la seconde torche que j'avais avec moi. D'abord, la nouvelle lumière révéla la figure déformée et noircie du mystérieux étranger. Les yeux hideux étaient maintenant fermés. Écœuré, je me détournai et pénétrai dans la pièce au-delà de la porte gothique. J'y trouvai ce qui ressemblait à un laboratoire d'alchimiste. Dans un coin, il y avait un immense tas de métal jaune, brillant, qui scintillait magnifiquement à la lumière de la torche. C'était peut-être de l'or. Mais je ne m'arrêtai pas pour l'examiner, singulièrement affecté par ce que j'avais subi. Au fond de la pièce se trouvait une ouverture qui donnait sur l'un des nombreux ravins sauvages de la sombre forêt de la colline. Je fus émerveillé, mais en réalisant à présent comment l'homme avait obtenu l'accès au château,
j'eus l'envie de faire demi-tour. J'avais l'intention de rester à bonne distance des restes de l'étranger au visage émacié. Mais en dépassant le corps, il me sembla entendre un léger bruit, comme si la vie ne l'avait pas totalement quitté. Horrifié, je me retournai pour examiner la silhouette carbonisée et ratatinée sur le sol. Puis, d'un seul coup, les yeux horribles, plus noirs encore que le visage brûlé sur lequel ils étaient posés, s'ouvrirent en grand avec une expression que je ne sus pas interpréter. Les lèvres fendues tentèrent de former des mots que j'eus du mal à saisir. Une fois, je compris le nom de Charles le sorcier, et une autre fois, je crus entendre les mots « année » et « malédiction » sortir de la bouche déformée. Je n'arrivais toujours pas à comprendre le sens de son discours incohérent. Devant mon ignorance évidente, les yeux piquants me fixaient une fois de plus avec hostilité, jusqu'à ce que, impuissant devant mon adversaire, je me mis à trembler en le regardant. Soudain, le misérable, animé d'un dernier élan d'énergie, souleva sa tête hideuse du pavé humide et enfoncé. Puis, alors que je restais tétanisé, il retrouva sa voix, et dans son dernier souffle, il hurla ces mots qui hanteront à jamais mes jours et mes nuits. « Idiot, tu ne peux donc pas deviner mon secret. Ton cerveau n'arrive pas à reconnaître la force qui, pendant si longs siècles, a accompli la terrible malédiction sur ta maison. Ne t'ai-je pas parlé du grand élixir de vie éternelle? Tu ne sais donc pas comment le secret de l'alchimie a été résolu? Je te le dis, c'est moi qui l'ai résolu. Moi, qui ai vécu 600 ans pour ma vengeance, car je suis Charles le sorcier.